Salut les boys, bienvenue à un autre MLC Fort. Cette fois-ci, une version pré-deadline, pré-expansion, prévision pour le repêchage. Bref, un melting pot un peu en ce dimanche matin pour discuter des sujets qui me tenaient à cœur aujourd'hui. Alors, je profite de l'occasion. Je suis seul à la maison, j'ai mon chat à côté de moi. Donc, tout est là pour pouvoir regarder le classement et puis parler de notre sujet préféré qui est bien évidemment la Money League. Donc, on le sait, le trade deadline approche. Les séries commencent à se dessiner. Donc, je voulais vous parler un peu de ça aujourd'hui. J'ai regardé le classement aujourd'hui, premièrement dans la conférence de l'Est, parce que comme vous le savez, j'aide l'Edge avec les Caps depuis déjà deux ans complets en tant que conseiller spécial au directeur général et propriétaire, M. Simon Roussin. Donc, si on regarde la conférence de l'Est, on a beaucoup parlé de la division métropolitaine, mais là, aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder sur la conférence dans son ensemble. Euh, on peut voir là, évidemment que bon, du côté de Tampa Bay de Montréal avec 81 et 76 points, malgré que Ben hier a paniqué après une défaite, là, m'a dit qu'il allait tout changer son alignement. On peut voir que les choses sont sensiblement dans le sac. Là. On est déjà à 15 points d'avance pour Montréal et à 20 points d'avance pour Tampa Bay. Alors, j'ai pas trop d'inquiétude, malgré qu'il y a des matchs en main pour la 9e place là-dessus, que les séries sont choses pratiquement assurées. Euh, Honnêtement, cette année, la conférence de l'Est, j'aimerais dire que c'est excitant, comme on a parlé de la métropolitaine, qu'il va y avoir beaucoup de compétition. Il y a de la compétition, mais il n'y en a pas beaucoup. Quand on regarde ça, bon, on a les 8 équipes en série, là. Maintenant, c'est tellement plus compliqué là, avec le système du wildcard qu'avant. Là. C'est-à-dire, avant, on avait de 1 à 8, là, mais là, bon, on a quand même encore 8 équipes en série. Euh, Ensuite, la 9e place, il y a Islanders de New York qui, encore une fois, cette année, performent très bien. Ils ont un passage à vide récemment, mais dans l'ensemble, toute une saison, 61 points en 50 matchs, à un point des séries. Et ensuite, on a Donnet avec 60 points en 52 matchs, à 2 points des séries. Lui aussi, un passage à vide avec 3 victoires, 6 défaites et une défaite en prolongation, ces 10 derniers matchs. La même fiche que les Islanders. Euh, mais c'est passablement ça la compétition. C'est-à-dire que on a 10 équipes qui se battent pour 8 places. Parce que par la suite, on a Sylvain, et là je sais que je vais peut-être flatter, pas flatter, mais plutôt atteindre son orgueil de directeur gérant. Sylvain se retrouve dans une situation où il peut soit décider de jeter les gants ou d'aller chercher du renfort. Le connaissant, ça va être plutôt du renfort que de jeter de jeter la saison aux ordures. C'est pas trop son style, mais il est à 7 points des séries déjà. Donc, est-ce que c'est possible de revenir? Oui, ça l'est. Mais est-ce que c'est réaliste de penser que les Rangers seront en série? Je penserais pas. Je penserais pas voir les Rangers en série cette année. Et ensuite, lorsqu'on descend un peu plus loin, à Boston, on a 52 points, donc 10 points des séries. Et soyons francs, les Bruins vont avoir possiblement le meilleur trio de jeunes attaquants de la ligue, ou en tout le moins duo en Connor McDavid et Patrick Laney, ainsi que pas si mal Alexander Barkov comme deuxième centre. Ça se prend assez bien. Là. Donc le futur est bien, mais pour l'instant, c'est une année là, vraiment de transition pour Boston, alors qu'on est passé d'une des équipes les plus faibles de la ligue à une équipe qui est respectable et on n'est pas certain si on va l'emporter à chaque soir contre eux, alors qu'avant, c'était vraiment passer à go réclamer 200. Euh, Par la suite, bon, on a Pittsburgh qui a fait beaucoup de mouvements devant le filet. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. J'ai commenté un peu sur le forum à ce niveau-là. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir Marc-André Fleury qui est quand même, bizarrement un peu, on pourrait dire, le successeur de Roberto Luongo en tant que gardien québécois repêché haut, qui a joué pas mal toujours pour la même formation. C'est sûr que Luongo est peut-être, ben pas peut-être, a eu une meilleure carrière que Fleury, malgré que Fleury a gagné des coupes cette année. Je pense que Luongo est un meilleur athlète. Mais Luongo arrivait, disons, à une période de sa carrière où il pourrait encore être bon pour 1, 2, 3 ans. Mais bon, on voit, disons, la fin. Alors que pour Fleury, alors la situation à Pittsburgh est peut-être pas idéale.
Mais avec l'expansion, et justement, ça sera un de nos sujets par la suite, Fleury pourrait se retrouver ailleurs, que ce soit avec Vegas ou encore avec une équipe comme Dallas qui, avec Lettonen et Niemi, LNH, c'est pas nécessairement le bonheur là-bas. Alors, pour Pittsburgh, moi je suis bien heureux de voir les transactions. Par contre, un peu inquiet de la loterie, je vais vous avouer que non seulement je vais suivre la loterie avec attention comme tout le monde cette année, d'autant plus qu'on a la nouvelle formule de regarder la loterie LNH, mais je souhaite pour Pittsburgh de ne pas vivre le même cauchemar que certaines équipes ont connu par le passé pour la loterie. Je pense entre autres l'année où l'échange de Ryan Cashler a coûté le premier choix total qu'il aura donné à Aaron Ekblad. Bon, évidemment, ça n'a pas fait si mal que ça parce que la Caroline a gagné la coupe. Donc, honnêtement, peu importe le résultat, Julien en est sorti gagnant, ça c'est clair. Mais pour Pittsburgh, on n'a pas la prétention de viser la Coupe Stanley, à tout le moins pas dans la prochaine ou les prochaines années. Là, je ne pense pas que c'est l'objectif numéro un, malgré que on a vu des équipes gagner la Coupe Stanley qui n'étaient pas nécessairement les meilleures équipes sur papier, à loin de là même. Alors, c'est possible de voir Pittsburgh soulever la Coupe peut-être dans un an ou deux, on ne sait jamais. Alors ensuite, on a Ottawa. Au classement avec 49 points en 50 matchs. Pour Ottawa, c'est quand même tout un revirement de situation. Je ne suis pas certain qu'on est si content de ça du côté de Martin. Oui, Martin est compétitif, mais en même temps, il avait l'occasion de peut-être profiter cette année-là pour aller chercher un choix top 5. Ça sera encore l'occasion quand même. Il y a encore la chance de le faire, mais disons qu'avec une remontée de la sorte, potentiellement, il pourrait repêcher un peu plus loin. Quand même dans le top 10, mais pas nécessairement dans le top 5. Par la suite, bon, Buffalo qui en est peut-être à sa dernière année de transition. Je dis ça, peut-être une autre encore après l'année prochaine. Quand j'ai regardé la formation, là, il reste encore des éléments en place. Mais bien content pour lui, pour Anthony Manta. Je pensais, à moins qu'il ait changé, là, mais j'ai pas, j'ai pas remarqué. Je me souviens que c'est lui qui l'avait repêché à l'époque. Attendez, je vais aller vérifier. On fait vraiment de la... C'est en direct ce que vous écoutez. Hein. Alors, Anthony Manta est-il toujours avec Buffalo? Oui, il est un sabre. Alors, bonne nouvelle pour Chris. On a vu son réveil à Détroit. Alors, bien heureux, mais pour cette année, Boston, on peut oublier les séries. Et l'autre équipe, c'est Pascal également à Détroit. Donc, de ce côté-là, on le voit que ça ne sera pas les séries pour Détroit, Buffalo, Ottawa, Pittsburgh, Boston et peut-être New York Rangers. Donc à ce moment-là, ça nous laisse à 10 équipes pour 8 places. Donc oui, c'est excitant pour ces, disons, pour ces équipes-là, parce que quand on regarde ça, là où c'est excitant, c'est qu'on a seulement 2 équipes dans la conférence de l'Est qui sont assurées les séries, disons-le ainsi, avec Montréal et Tampa Bay, 76 et 81 points. Le reste, on se promène entre 60 et 65 points pour quand même les 8 autres équipes. Donc, n'importe qui dans ces 8 autres équipes-là peut être sorti des séries. Donc, je ne m'amuserai pas à faire des prédictions parce que, honnêtement, ça serait inutile. Puis, ça serait sûrement également, d'un point de vue objectif, toujours difficile. C'est sûr que pour moi, j'aimerais beaucoup voir Washington être des séries. C'est sûr que j'ai de l'edge. J'aimerais bien voir Jerry aussi continuer sur sa bonne lancée. C'est mes chums d'enfance. Et Donnet, ben, potentiellement celui que j'y souhaite le plus, ça serait une première apparition pour la série. Et oui, Joe, je sais que tu détestes à toutes les fois que je mentionne que la Floride est la seule formation qui n'a jamais atteint les séries. C'est pas nécessairement de ta faute, on s'entend que tu n'es pas arrivé à la première année. Et je t'annonce une bonne nouvelle que je t'ai déjà dit, mais je la redis. L'année prochaine, si tu ne fais pas série cette année, il y aura au moins une autre formation avec toi qui n'aura jamais fait les séries, c'est Vegas. Bon, ça sera sa première année, mais quand même, Vegas n'aura jamais été en série pour le moment. Donc, c'est une petite blague comme ça. Si on se dirige maintenant de la conférence de l'Ouest, j'aimerais dire que c'est beaucoup plus excitant, mais honnêtement, pour la course aux séries, ça n'est pas tant que ça. Bon, on a la division centrale, qui est l'équivalent de la division métropolitaine, dans un certain sens. C'est-à-dire qu'on a des équipes avec 77, 76 et 75 points. Régent avec ses Stars, Clumsy avec ses Jets et Louis avec le Wild. Donc, ces équipes-là vont très bien. Ce sont des équipes qui performent toujours excessivement bien après chaque année. Donc, ces équipes-là, on va les voir en série, c'est sûr. Ensuite, on a Calgary, San Jose et LA qui se retrouvent dans la division Pacifique, qui sont les 3 leaders.
Et le wildcard, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a Chicago à 66 points, qui en réalité pourrait être premier de la division Pacifique, mais se retrouve premier wildcard parce qu'il est dans une division très très difficile. Donc avec 66 points, je tiens à dire, 66 points lui donnerait la tête de également la division métropolitaine. Donc quand même, un wildcard qui serait à la tête de 2 divisions, c'est assez intéressant. On a vu l'ajout également d'un défenseur du côté des Hawks. Donc il faudra voir, est-ce que c'est un bon geste de la part de Lewis? Moi je pense que oui. Je trouve ça intéressant de voir une équipe comme Chicago cette année avoir décidé peut-être de profiter du phénomène de l'expansion pour aller chercher plein de vétérans. Moi, je pense que c'est une bonne idée de sa part, surtout qu'il avait le noyau pour le faire. Alors, chapeau Lewis pour ton travail. Ensuite, on a Dave avec ses Oilers. Honnêtement, saison décevante pour les Oilers. Dans ses 10 derniers matchs, 3 et 7, 5 défaites d'affilée. Mais tout de même, 59 points en 55 matchs. Je l'assure c'est-à-dire qu'il actuellement est au 8e rang. Mais un point derrière se retrouvent les Ducks qui ont un match en main. Donc, rien n'est joué à ce niveau-là. Par contre, on va se le dire, les Oilers, c'est l'une des équipes les plus talentueuses de la Money League. Donc, pas trop inquiet que Edmonton va pouvoir trouver le rythme. À tout le moins, je le souhaite parce que de mémoire, il y a 2 ans, on avait manqué les séries après avoir été chercher Duncan Keith. Ensuite, là où le boss blesse, c'est lorsqu'on regarde les équipes qui sont hors des séries actuellement. On a les Ducks Anaheim qui, franchement, m'épatent. On a refusé d'échanger Phil Kessel. On a Jack Eichel cette année qui est le joueur de franchise. Il le sera pour un autre 10 ans au moins. Intéressant de voir le duo faire plus de 70 points chaque, 70 et 73 points, 31 et 27 buts respectivement pour Kessel et Eichel. Donc, c'est une équipe qui a plus avec Morgan Riley et LNH qui va bien. Sven Baertschi, un réveil après. Toujours aimé Sven Baertschi, mais j'y croyais plus, je dois l'avouer. Là. On l'avait échangé, je pense, pour Chris Kunitz. Qu'on avait fait l'échange. Alors, ça avait été un échange que, de mémoire, j'avais même critiqué. Mais Baertschi fait bien. D'ailleurs, autant Money League qu'NHL. 28 points Money League quand même en 46 matchs. C'est intéressant. Une saison potentielle de 20 buts. Alors, pour Anaheim, je suis content de les voir là. Par contre, là, je suis moins content, c'est lorsque je regarde le reste. Ensuite, on a les Blues, les Canucks, les Yotes, les Prédateurs et l'Avalanche qui, eux, se retrouvent hors des séries. Alors, du côté des Blues, on est à seulement 5 points des séries et les Blues, on a refusé de faire une reconstruction totale. Donc, oui, on pourrait accéder aux séries. On est seulement à 6 points des séries, pardon. Mais je ne m'attends pas à voir Saint-Louis là. Saint-Louis pourrait créer la surprise, mais je ne penserais pas. Ensuite, Vancouver, on est à 10 points des séries et là, vraiment, je m'y attends pas. Donc, tout ce qui est Vancouver, Arizona, Nashville et Colorado, c'est une année à oublier pour eux. Surtout pour Frank et ses Preds qui, disons-le, avaient une équipe très très forte cette année. Même que j'estime que Frank a des fortes chances d'avoir fait une dépression dans la Ligue cette année en regardant son équipe. L'une des plus jeunes équipes du circuit, mais avec un Tavares, un Pavelski, un Rick Nash, avec un Tuukka Rask, avec un Giordano. Manqué les séries. On a été chercher du renfort également avec Palat également. Donc, pour moi, c'est vraiment un échec. Est-ce que c'est un échec pour le travail de Frank? Non, je ne penserais pas. C'est pas ça. C'est tout simplement que ça ne l'a pas cliqué. Et savez-vous quoi? Je pense que c'est bien ici qu'à chaque année, on critique souvent le simulateur, dire mon Dieu, j'ai une meilleure équipe que l'autre équipe qui est en série. Oui, c'est vrai. Mais LNH, on voit ça aussi. On envoie 1 ou 2 équipes surprises par année et je pense que le simulateur nous apporte à peu près ça, 1 ou 2 équipes surprises par année. Donc ça, c'est correct en cet élément-là parce que lorsque je regarde la conférence S cette année, honnêtement, dans le top 8 actuel, Tampa Bay, Montréal, Toronto, Columbus, Philadelphie, New Jersey, Washington Hurricanes, la seule surprise pourrait être les Devils. Et encore là, les Devils ont une équipe qui est très respectable et qui a des éléments en place pour se battre pour les séries. Alors, c'est pas une super surprise de voir New Jersey là, loin de là. Et ensuite, lorsqu'on regarde la conférence de l'Ouest, Dallas, Winnipeg, Minnesota, Calgary, San Jose, Los Angeles, Chicago, Edmonton. Je dirais que Los Angeles qui est toujours pour moi un peu une surprise. Mais encore là, on a des éléments intéressants. Donc, et qui vraiment serait meilleur que Los Angeles dans les équipes éliminées actuellement? Je dirais Nashville. Mais sinon, pour le reste, ce n'est pas des équipes qui sont des puissances. Alors, je pense que lorsqu'on regarde le classement, c'est intéressant. Ce qui est moins intéressant, c'est la course aux séries. Il y a moins de challenges. Alors là, ça m'amène au sujet du trade deadline. Le trade deadline arrive dans, écoutez,
moins d'un mois. Dans 23 jours, si mes calculs sont bons. Donc, c'est quand même proche. D'ailleurs, on va vous donner une date bientôt pour le trade deadline. Souvent, on s'arrange. On va dire à chaque année, moi et Ledge, on s'arrange pour que ça tombe un lundi ou un mardi. Cette année, de préférence, ce sera un lundi pour mon horaire personnel. Par contre, écoutez, si ce n'est pas le cas, ça sera une autre journée, mais ça risque d'être un lundi. Alors, à ce moment-là, le trade deadline va être intéressant. Oui, d'un point de vue où c'est clair qui veut être des séries et qui, pas ne veut pas l'être, mais ne peut pas l'être, disons. Alors, on a vraiment un scénario acheteur et vendeur bien défini, ce qui, normalement, aide beaucoup le marché. Cependant, l'expansion arrive. Et là, c'est sûr que mon opinion est biaisée ici. J'essaie de la mettre la plus objective possible. À vrai dire, je la mets... Ici, ce que je vais dire, c'est très objectif. On va voir qui va vouloir s'améliorer au détriment de potentiellement perdre un joueur de soutien. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Parce que j'ai souvent eu ce débat-là avec Jerry beaucoup. À l'époque où on regardait potentiellement seulement les performances LNH pratiquement de nos joueurs et jamais Money League. C'est-à-dire que, disons que, je donne un exemple, on a Evgeny Malkin qui fait 108 points LNH, mais qui en fait 47 Money League. C'est pas le cas l'an passant, là, mais je vais juste donner ça. Bon, on était heureux, on se disait on a le meilleur joueur de la Ligue, 108 points LNH, wow, c'est donc bien le fun. Par contre, l'important dans la Money League, c'est pas nécessairement de se pavaner avec la meilleure équipe, malgré que souvent c'est un peu l'impression qu'on a, c'est de gagner au bout du compte. C'est de gagner la Coupe Stanley ou à tout le moins d'être le plus compétitif possible. Alors, j'ai hâte de voir qui des équipes qui peuvent soit soulever la coupe ou encore qui veulent s'assurer d'une place en série, qui seront, je donne un exemple, la Floride. C'est un chum, donc je peux bien prendre son équipe par exemple. Si on va chercher un joueur de plus qui nous empêche de protéger un Darren Helm, on s'entend que Darren Helm, ça ne change pas une équipe, mais pour certains DG, ils ont la politique de ne perdre aucun joueur, vraiment aucun joueur de soutien intéressant. Donc on va voir ça. Moi, je vais être franc, du côté de Vegas, c'est sûr que je vais suivre l'échange de trade deadline avec attention. D'ailleurs, j'ai déjà des discussions avec quelques directeurs gérants, savoir est-ce qu'il y a une manière qu'on puisse s'entendre sur certaines choses. Si ça vous intéresse, venez me jaser. C'est sûr que je ne peux pas avoir 28 ententes. Mais moi, en autant que ça soit gagnant-gagnant pour les gens, je vais le faire. Mais bon, l'idée, c'était pas d'avoir une tribune pour parler de Vegas nécessairement, malgré que c'est un sujet d'actualité. Ce que je voulais plutôt parler, c'est du désir des DG d'aller chercher la coupe cette année. Ça va être intéressant de voir ça. Et de toute façon, pour l'expansion, moi, mon objectif avec Vegas, c'est pas d'avoir une équipe qui est meilleure, exemple, que les Ducks d'Anaheim de la première année ou que les Blues de Saint-Louis la première année. Loin de là, je veux une expansion pour commencer from scratch. Là. Donc, vraiment de rien. Donc, à ce moment-là, je suis bien à l'aise de commencer avec une équipe. J'ai fait un mock draft que je ne dévoilerai pas quand même. Je ne vous dévoilerai pas parce que ça serait de dire mes stratégies. Mais je peux vous dire une chose. Vous êtes déjà adapté les DG. L'équipe, il y a beaucoup moins de joueurs intéressants. Mais il y a encore des éléments qui sont corrects. Alors, je ne m'attends pas à voir Vegas devenir une puissance. Je pense que la formule 7-4-1 est excellente. Je suis content qu'on ait ajouté un défenseur de plus dans la protection. Je pense que ça a bien plus de bon sens. Le règlement du 23 ans et moins va également aider beaucoup d'équipes à ce niveau-là, d'autant plus que en réalité, les joueurs ont pratiquement 24 ans la plupart parce que notre date est le 1er octobre 2016, donc l'expansion se fera en mars. Donc beaucoup de joueurs ont 24 ans, ils sont automatiquement protégés quand même, donc ça laisse les joueurs de 25 ans et plus. Donc moi je pense que c'est très... On a trouvé une belle formule entre ce qui se passe à NHL et également la dernière expansion Money League. Je pense que c'est un juste milieu où une expansion peut avoir quelque chose de quand même correct. C'est-à-dire pas ridicule, mais quand même pas non plus d'avoir des joueurs vedettes. Pas vedettes, mais des très bons joueurs. Donc ça, je suis content. Donc à ce niveau-là, juste pour vous répéter comment ça va se passer. Donc, le trade deadline sera début février. La date est à confirmer à ce niveau-là. Donc, dans 23-24 jours à peu près, on aura la date limite des transactions. Ensuite, l'expansion, on aura, vous allez avoir 2 semaines pour soumettre une liste de protection.
Et ensuite, lorsque la liste de protection sera soumise, il y aura un autre 2 semaines où on pourra parler de transactions avec l'expansion, avoir entente. Exemple, je te donne un choix de troisième ronde si tu ne prends pas tel joueur, ou peu importe, là, j'ai n'importe quoi, j'ai un exemple comme ça. Et par la suite, l'équipe sera dévoilée durant une émission spéciale MLC Fort Expansion où l'alignement complet sera dévoilé. Donc, ça sera dévoilé dans une émission avec l'Edge, évidemment, qui sera présent également. Donc, on va mettre ça en grande pompe, on va rendre ça très excitant. Et en même temps, on va faire une prédiction série. Donc, le dévoilement risque de se faire, on risque de prendre une petite pause de quelques jours entre la fin de la saison et le dévoilement de l'expansion et le début des séries. Là. J'ai une pause de quelques jours, ça peut être 2 jours, je ne sais pas encore. Mais l'idée, c'est vraiment de lancer en grande pompe. On connaît maintenant l'expansion, donc on passe maintenant aux séries et vraiment de laisser toute la place aux séries et non à l'expansion. Donc, voilà l'idée. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Et je voulais vous quitter sur un dernier point. Un point qui me tient vraiment à cœur, c'est de l'expansion, pas l'expansion, mais le repêchage 2017. Cette année, on avait parlé d'un chalet. C'est une idée que j'avais proposée qui m'intéresse beaucoup. Par contre, après avoir réalisé que l'idée du chalet est excellente, je pense qu'on est rendu à un point qu'on aurait excessivement de plaisir à être juste la gang ensemble, pas besoin de sortir nécessairement, on s'achète de la bière, de fort, on cuit notre propre bouffe. Malgré tout ça, je pense qu'on a un point faible dans cette idée-là, c'est-à-dire que beaucoup de directeurs généraux ne peuvent pas confirmer leur présence en avance. C'est-à-dire que, disons qu'on est 17 DG à pouvoir y aller, souvent il y en a 10 qui le savent en avance, 3 qui sont pas mal certains et un autre 4 qui sont très incertains. Alors, c'est difficile de mettre un prix d'entrée par rapport à ça et surtout de garantir d'envoyer son argent en avance. Alors, pour un chalet, c'est ça qui est difficile. Tandis que lorsqu'on fait un repêchage à Trois-Rivières, par exemple, à Gatineau, peu importe, et qu'on loue une chambre d'hôtel, bien ceux qui veulent louer une chambre d'hôtel le font, ceux qui ne veulent pas le font pas. Donc, beaucoup plus simple de contrôler les coûts à ce niveau-là. Donc, moi, pour cette année, je dirais, je propose un peu comme pour ceux qui suivent la NBA, la Caroline du Nord devait avoir le match des étoiles, mais à cause d'un scandale politique là-bas, on s'est reviré là où on fait souvent les matchs des étoiles, c'est-à-dire en Nouvelle-Orléans, parce que bon, c'est une ville de party, puis c'est la ville que les gens aiment le plus se réunir normalement. Alors, on fait ça. Alors, moi, ce que je vous propose cette année, et là, Frank, pas de pression sur toi nécessairement, mais c'est la ville de Trois-Rivières pour répéter le repêchage. Pourquoi la ville de Trois-Rivières? Premièrement, c'est une ville qui est centrale, entre Montréal et Québec, donc je pense que c'est idéal. Pour la gang de Joliette, c'est à 45 minutes. Pour la gang de Québec, je pense que c'est à 1 heure et quelques minutes. Même pour nous, à Châteauguay, moi à Montréal, etc., c'est 1 heure et demie à peu près, maximum. Donc, ça se fait très bien, c'est idéal. On a une belle rue pour faire la fête également. Également, il y a beaucoup d'hôtels. Le coût de la vie n'est pas très cher non plus. Donc, la chambre d'hôtel, ça ne coûtait pas très cher non plus là-bas. Donc, moi, je pense que c'est un idéal, Trois-Rivières, parce que c'est le plus facile à réaliser. Et on avait une belle salle pour le repêchage aussi, c'était bien. C'était pas aussi cool que Chris à Gatineau. Écoute, à moins que Chris tu veux refaire l'expérience, mais écoute, je veux pas que tu payes comme tu l'as fait dans le passé. Donc, moi, je propose Trois-Rivières pour 2017. On est en janvier. J'aimerais ça qu'on arrive à une entente d'ici la fin du mois. Je sais que ça peut paraître un peu brusque, c'est rapide, mais en même temps, normalement, on le réserve. On sait des fois 8-9 mois à l'avance, ce qui fait en sorte que c'est hyper simple. D'ailleurs, est-ce qu'on a une date de déterminer pour le repêchage? J'espère que oui. S'il vous plaît, pas le 16 juin, je vais avoir 30 ans cette année. Ça serait pas. Si on peut le faire la semaine d'avant, ça serait très apprécié. Mais regardez, on va suivre la parade. Donc voilà, les boys, c'est les sujets que je voulais vous parler. Beaucoup de sujets, quand même, plus de 23 minutes pour la MLC Fort d'aujourd'hui. Donc, série, en résumé, pas une course excitante. Par contre, deadline qui va être très intéressant à voir qui veut vraiment gagner, qui veut protéger plutôt ses effectifs. Alors, on va voir ça. Ensuite, l'expansion, le procédé expliqué. Alors, ça va être intéressant de voir ça. La période on va avoir 2 semaines pour soumettre notre liste. Ensuite, 2 semaines pour entente avec le DG, avec Vegas pour l'expansion.
et ensuite dévoilement avec une émission MLC Fort, et le repêchage à Trois-Rivières. Comment vous voyez ça? Voyez-vous une autre ville? Donc, merci de m'écouter, c'est super apprécié. Toujours un grand plaisir de faire cette émission-là. C'est sûr que c'est pas mal plus plaisant quand je suis avec Ledge, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter, je l'avoue, de mon sujet fétiche qui est la Money League. Donc, bon dimanche les boys et on se parle bientôt. Salut!